Alors, bonjour et bienvenue à ce premier sommet de l'habitation présenté par les villes de Laval et Longueuil et qui a pour thème « Notre avenir en tête ». C'est la première fois que deux grandes villes mettent en commun leurs efforts pour mener une réflexion sur les enjeux d'abordabilité en matière d'habitation. Et tout cela en invitant l'ensemble des municipalités du Québec à participer à l'exercice. Alors, j'aimerais tout d'abord souligner la présence de la ministre André Laforêt, également la députée, aussi secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Soraya Martinez-Ferranda, ainsi que toutes les maires et mairesses présents aujourd'hui. Devant moi, il y a les 10 maires des 10 plus grandes villes du Québec, mais également dans la salle, vous êtes plus de 30 maires et mairesses à vous être déplacés de l'ensemble du Québec. Est-ce que vous pouvez vous lever, qu'on vous voit, qu'on vous applaudisse, qu'on vous remercie vraiment de vous être déplacés? Merci, votre présence est très importante pour nous aujourd'hui. Je salue également les gens qui nous regardent à la maison ou au bureau. Merci à vous aussi d'être là. Alors, je me présente, Catherine Lune-Rollet, je suis animatrice d'événements d'affaires et une ancienne journaliste, mais aujourd'hui, je vous partagerai que j'ai, dans ma vie, eu la chance d'habiter dans 2 coopératives d'habitation dans des quartiers centraux de Montréal, en HLM, en appartement locatif. Et maintenant, je suis dans une maison, dans un petit village de 362 habitants en région. Donc, vous savez, au niveau municipal, on parle souvent du cocktail de la mobilité. Bien, moi, je suis un exemple du cocktail de l'habitation. Dans ma vie, il y a eu plusieurs choses. La seule chose que je n'ai pas encore essayée, c'est la van life. Ça, je pense que c'est abordable, mais je ne suis pas sûre que ça me tente. Alors, merci donc d'être avec nous aujourd'hui. On va passer la journée ensemble afin de réfléchir aux enjeux en matière d'habitation et plus spécifiquement des défis d'abordabilité dans une perspective court, moyen et long terme. Toute la journée, des élus, des experts du monde municipal, du milieu communautaire, des représentants de l'industrie de la construction et des universitaires viendront présenter des stratégies foncières, réglementaires et financières pour soutenir l'habitation abordable. Nous aurons 4 panels d'1 heure, dont je vous présenterai les intervenants au fur et à mesure, ainsi qu'une conférence sur l'heure du midi. Afin de rendre notre exercice dynamique, mais surtout pour que vous puissiez profiter de nos experts, nous garderons donc une période de questions à la fin de chacun des panels où donc vous pourrez poser vos questions. Pour les panels de cet après-midi, j'ai la chance d'être épaulée par le journaliste et animateur Marc-André Carignan qui dirigera les 3 panels. Nous enchaînerons avec une plénière de clôture et nous devrions terminer aux alentours de 16h40. Nous aurons une pause ce matin, cet après-midi et un repas vous sera offert ce midi. Alors, sans plus attendre, j'aimerais qu'on accueille très chaleureusement nos hôtes de ce sommet qui voulaient vous adresser quelques mots. Voici le maire de Laval, Stéphane Boyer, et la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Bon matin à tous. Quel plaisir de vous voir si nombreux et à Laval. Lorsque Catherine et moi, on a commencé à parler de l'idée ensemble de faire un sommet sur l'habitation, on savait que ce n'était pas évident de rassembler autant de belles personnes de milieux aussi divers. Parce qu'aujourd'hui, on a évidemment beaucoup de représentantes du milieu municipal, mais on a aussi le palier provincial, fédéral, on a des développeurs immobiliers, on a des gens du domaine académique, on a des organismes sans but lucratif. Bref, on a toute une belle brochette d'invités. Et on pense que c'est nécessaire, justement, d'avoir ce mélange-là, cette belle salade de fruits-là, parce que l'habitation, c'est un sujet qui est complexe, puis qui nécessite des solutions qui sont diverses, qui arrivent à différents niveaux. Puis aujourd'hui, dans la salle, on a toute une partie du casse-tête pour résoudre l'équation. Il y a beaucoup de monde que j'aimerais saluer ce matin, plus que 300. Mais pour faire bref, peut-être je me résumerai à mes collègues des grandes villes qui êtes ici aujourd'hui. Je suis très heureux que vous soyez là. Valérie, entre autres, je sais que depuis plusieurs années, Montréal innove en matière d'habitation, teste de nouvelles choses, tu as ouvert la voie à ce sujet-là.
Bruno, France, Evelyne, Julie qui est représentée par Kevin ce matin, M. Lehouillier, M. Patry, Jean Lamarche, Mathieu, merci d'être ici ce matin, ça nous fait plaisir. On a la chance aussi aujourd'hui d'avoir des représentants, en fait, tout le monde municipal est représenté. Donc, on a des maires et mairesses, on a l'Union des municipalités du Québec, on a la Fédération canadienne des municipalités, on a la Fédération québécoise des municipalités, on a la communauté métropolitaine, bref, beaucoup de M et de municipalités là-dedans. Je remercie aussi Mme André Laforêt, évidemment, ministre de l'Habitation, qui est parmi nous aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et Mme Soraya Martinez-Ferranda, adjointe parlementaire du ministre de l'Habitation au niveau fédéral. Maintenant que les présentations sont faites, je trouve important de rappeler pourquoi on est ici aujourd'hui, au-delà des statistiques, au-delà des chiffres, au-delà des analyses. Puis se rappeler, bien, c'est quoi que ça veut dire un loyer ou une hypothèque qui augmente comme on le voit depuis un certain temps. Pour un individu, bien, c'est sûr que si on en met plus dans le loyer ou dans l'hypothèque, il nous en reste moins pour sortir au restaurant, pour faire des voyages, pour se payer des petits plaisirs. Puis pour une famille à plus faible revenu, ça peut aussi vouloir dire faire des choix qui sont difficiles. Ça peut vouloir dire de choisir au moment de faire l'épicerie entre de l'alimentation saine ou de la malbouffe. Ça peut nous amener à reconsidérer des choix d'inscrire son enfant au hockey ou pas, ou à un cours de musique ou pas. Puis ça, bien, ça a des impacts sur la santé de nos jeunes, sur le développement social, bref, sur notre communauté. Puis si vous croyez que tout ça, c'est un peu du folklore politique, que ça fait un peu cliché de dire ça, moi, je peux vous dire que comme conseiller municipal, dans les dernières années, comme élu municipal, je l'ai vécu. Je me rappelle d'une dame qui m'a appelé au mois de décembre en me disant « J'ai plus l'argent pour mon loyer, mon propriétaire me met dehors. Si la magie de Noël existe, j'ai besoin qu'elle se passe aujourd'hui parce que mes enfants n'auront pas un toit pour le temps des fêtes. » J'ai aussi dans mon quartier beaucoup de banques alimentaires où à l'occasion je vais faire du bénévolat. Et souvent, la file d'attente de familles qui viennent chercher de la nourriture sort même des locaux de l'organisme et j'ai déjà vu la file d'attente faire tout un bloc, tout un pâté de maison au complet. Donc, c'est des vrais choix difficiles, même des sacrifices que plusieurs familles doivent prendre lorsque le loyer ou l'hypothèque devient inabordable. Puis pour une ville, pour une communauté aussi, ça représente beaucoup d'enjeux en termes de vitalité, en termes d'animation. Montréal, c'est un bijou. Je suis un peu jaloux, Valérie. Mais Montréal, à l'échelle, pas juste du Québec, mais à l'échelle nord-américaine puis mondiale, est reconnue pour être une ville de culture, de gastronomie, de festivals, une ville artistique. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où les gens vont devoir mettre 50-60 de leur salaire à payer le loyer ou l'hypothèque? Peut-être qu'on va couper sur les festivals, sur les pièces de théâtre, sur les sorties au restaurant. Puis ça va faire des villes, ça va faire des communautés qui sont moins animées. On dit souvent que Toronto, c'est bien pour trouver un job, c'est plate pour y vivre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est peut-être parce que là-bas, ils passent plus de leur portefeuille à payer le loyer. Maintenant que tout cela est dit, puis comme il s'agit d'une journée pour susciter des idées, je ne pouvais pas m'empêcher de profiter du mot d'ouverture pour en lancer une tout de suite. Et j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'au Québec, dans nos municipalités, on taxe de la bonne façon? Puis est-ce qu'on a tous les outils légaux pour le faire, pour faire différemment? Aujourd'hui, les finances municipales sont sous pression plus que jamais. Le coût des infrastructures augmente. Nos revenus n'augmentent pas aussi vite que l'inflation automatiquement, contrairement aux autres paliers de gouvernement. Puis de plus en plus, on doit s'occuper de nouvelles responsabilités. Puis l'habitation est un excellent exemple d'enjeux dans lesquels on doit s'impliquer de plus en plus. Mais il faut trouver de l'argent et des revenus pour mettre sur pied les programmes, pour financer les initiatives. Ce qui fait que plusieurs villes réfléchissent en ce moment à mettre en place des taxations sur les nouveaux logements qui se créent, ou même à donner une partie que les promoteurs donnent une partie de leur terrain. Puis les villes font ça parce que c'est ce qu'il y a de plus innovant à faire en ce moment, parce que c'est ça que le cadre légal nous permet de faire au Québec pour trouver des nouveaux revenus, des nouvelles sources de financement pour l'habitation. Donc, on ne peut pas en vouloir aux villes de faire ça.
Mais dans un contexte de manque de logement, est-ce qu'on doit faire payer la facture à ceux et celles qui construisent l'habitation ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire payer la facture à ceux et celles qui en font pas? Puis je m'explique. Dans mon cours d'économie 101 au Cégep, on nous disait qu'il faut taxer les comportements indésirables. On taxe les grands pollueurs pour financer les programmes en environnement. On taxe les cigarettes pour financer les coûts que ça fait subir au système de santé d'avoir plus de cancer du poumon. Puis on taxe l'essence pour financer l'entretien de nos routes. Puis en matière d'habitation, bien, le problème, ce n'est pas tant ceux qui construisent l'habitation, c'est plutôt ceux qui font la spéculation foncière, à mon avis. Il y a des fonds d'investissement, il y a des individus qui mettent la main sur des terrains, qui ne font rien avec ces terrains-là, qui attendent que les prix montent, qui lobbyent les villes pour qu'on augmente le nombre d'étages constructibles. Puis quand on fait ça, les villes, on vient leur donner une valeur à un individu, un fonds d'investissement coté en bourse, en leur demandant rien en retour. Puis pour avoir une petite idée de la profitabilité de la spéculation, quand tu as un terrain agricole qui est dézoné pour du résidentiel, de l'industriel, tu passes du 1 $ au pied carré à 20, 30, 40, tu fais du 2-3 000 % de rendement sur quelques années. C'est hallucinant. Puis la spéculation foncière, là, elle n'apporte aucune plus-value à la société. Ça ne règle aucun enjeu, ça ne crée pas de job, ça ne résout pas de problème, ça ne donne pas des toits aux gens qui en ont besoin. Fait que bref, moi, l'idée que je lance ce matin, c'est pouvons-nous revoir le cadre légal au Québec pour que les villes puissent taxer les gens qui font de la spéculation immobilière? Puis ça va nous permettre deux choses. Un, générer des revenus pour financer nos programmes, financer nos ambitions. Mais aussi, si financièrement, ce n'est pas intéressant de garder un terrain et de rien faire avec pendant 20 ans, bien, les terrains vont devenir plus accessibles pour ceux qui veulent faire de l'habitation. Et quand on sait que le coût du terrain pour certains projets peuvent atteindre jusqu'à 30 %, bien, ça permettrait aussi de construire des unités moins chères. Bref, et je termine là-dessus, des solutions, il y en existe plein, puis on est ici aujourd'hui justement pour les explorer. Puis demain, il va falloir les appliquer, puis surtout, il va falloir qu'on travaille ensemble, il va falloir collaborer pour les mettre en œuvre. Alors sur ça, merci à tous, bonne journée, et Catherine, je te passe la POC. Merci beaucoup Stéphane, merci de nous accueillir à Laval. Je vous avoue que je suis moi-même friande de chiffres, de statistiques, mais j'ai effectivement l'impression que lorsqu'il est question d'habitation, on doit revenir à la base. Avoir un toit sur la tête, un environnement sain dans lequel on peut vivre, grandir, s'épanouir, un espace confortable où on peut être heureux et en sécurité, c'est non seulement un des plus grands déterminants de la santé des individus, c'est surtout un droit humain fondamental. Fondamental pour les aînés, pour les jeunes, pour les familles. Fondamental pour les personnes racisées qui vivent la discrimination. Fondamental pour les femmes victimes de violences conjugales. Fondamental pour celles et ceux qui doivent composer avec un trouble de santé mentale. Fondamental pour chaque Québécoise et chaque Québécois. Quel genre de société sommes-nous si nous laissons ce droit s'éroder peu à peu? Il y a des vrais humains derrière l'itinérance, visible ou cachée, derrière l'imposant nombre de ménages en attente pour un logement social qui doivent bien souvent se résoudre à vivre dans un logement insalubre dans l'intervalle. Il y a des vrais humains derrière les rénovictions qui forcent les gens à changer de quartier et qui posent un stress immense pour arriver à se reloger. Il y a des vrais humains derrière les membres de notre génération qui doivent renoncer à certaines de leurs plus grandes aspirations. Heureusement, je vois qu'ici, il n'y a personne qui prend la situation à la légère. C'est vraiment extraordinaire de constater l'immense intérêt que suscité l'organisation du sommet d'aujourd'hui depuis que Stéphane et moi en avons fait l'annonce dans le cadre de la dernière campagne électorale municipale. D'ailleurs, dans la foulée du mois de novembre, pour préparer la journée d'aujourd'hui, on a rencontré vraiment des dizaines et des dizaines de groupes qui œuvrent dans tous les secteurs de l'habitation. Stéphane en a parlé, le privé, le public, les OBNL, le monde académique et j'en passe. Tout le monde a levé la main et ont indiqué vouloir contribuer à la recherche de solutions innovantes qui sont prêtes à être mises en application dans nos milieux. Surtout, comme vous, je pense qu'on a tous senti le changement de cap dans le monde municipal.
Il y a déjà certains élus qui tenaient l'enjeu de l'abordabilité à bout de bras. Je pense notamment à Montréal, qui a fait figure de leader sur le sujet depuis déjà de très nombreuses années. Maintenant, le nombre de bras s'est multiplié, puis c'est devenu une question incontournable, et ce, dans toutes les régions du Québec. Cet enjeu-là, c'est capital pour la population que nous représentons. Ce matin, on a fait connaître d'ailleurs les chiffres d'un sondage qu'on a commandé dans le cadre du sommet d'aujourd'hui. C'est près de 85 % des Québécoises et des Québécois qui considèrent que l'accès à un logement ou à une propriété est un problème important présentement. Avec un taux aussi élevé, 85 %, on peut presque parler d'unanimité au Québec. La racine de ce problème-là, c'est le déficit majeur de l'offre en habitation au Québec. Ce déficit d'offre touche toutes les catégories de marché. Vous savez, si des aînés restent plus longtemps dans leur maison unifamiliale parce qu'on ne permet pas la subdivision de la maison de leurs enfants pour leur permettre d'y vivre avec une entrée indépendante, c'est une maison unifamiliale qui n'est pas disponible sur le marché pour un jeune couple qui souhaite fonder une famille. Si un jeune couple reste plus longtemps dans un appartement à prix abordable, malgré un bon revenu à la suite de leurs études, parce qu'il n'y a pas de propriété accessible pour eux, eh bien, c'est un appartement abordable qui n'est pas disponible sur le marché pour un étudiant qui commence ses études universitaires, par exemple, ou une mère monoparentale. Puis je pourrais continuer comme ça pendant longtemps. En fait, ce que je constate, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'effet domino en habitation. La réalité, c'est que selon des calculs de l'APCHQ, il manque en ce moment au Québec déjà 100 000 unités d'habitation pour répondre à la demande actuelle. Dans 8 ans, ce sont 620 000 unités supplémentaires dont nous aurons besoin selon la SCHL. Ça, c'est uniquement pour garantir un certain niveau d'abordabilité. Je pense qu'on peut être franc avec nous-mêmes, c'est un défi immense à relever. Ce défi-là, on n'a pas le choix de l'entreprendre de façon collective. De la même façon qu'on doit le faire pour répondre aux plus grands défis de notre époque, évidemment, la crise climatique. Puis la meilleure façon de répondre à la fois à la crise de l'abordabilité, tout en respectant nos impératifs environnementaux, ça passe par la densification. Donc, le principe selon lequel on doit accroître le nombre de personnes qui vivent sur des territoires déjà développés, déjà urbanisés, en protégeant les milieux naturels d'intérêt. C'est d'ailleurs ça aussi une idée massivement appuyée par la population parce que toujours, selon le coup de sonde qu'on a mené dans le cadre du sommet d'aujourd'hui, on constate que c'est près de 3 Québécois sur 4 qui se prononcent en accord avec cette vision-là. Puis l'autre bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il manque de leadership sur la question par les temps qui courent. Il y a des groupes comme Vivre en ville, le Centre de transformation du logement communautaire qu'on va entendre aujourd'hui, qui ont fait connaître de nouvelles propositions récemment. La CMM, qui propose un ambitieux plan métropolitain d'habitation. Également, l'industrie de la construction, dont plusieurs d'entre vous en êtes les représentants, des promoteurs, des développeurs qui lèvent la main pour contribuer. Des organismes, j'en nomme un, Centraide du Grand Montréal, nous annonce des chantiers, des amorces de réflexion, puis il y a tant d'autres acteurs qui prennent la parole. Il y a souvent, en fait, un manque d'imagination en habitation parce qu'on connaît trop peu de modèles qui sortent du cadre établi, mais pourtant, en réunissant les différents acteurs, comme aujourd'hui, on voit qu'ensemble, on en connaît pas mal, des pistes de solutions. Évidemment, on ne pourra en couvrir que quelques-unes dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, mais on constate que les idées foisonnent et les initiatives sont vraiment réjouissantes. S'il n'y a pas de panacée en habitation, à nous voir tous ici aujourd'hui rassemblés, on peut clairement dire qu'il y a, à tout le moins, un momentum important. Je nous souhaite un bon sommet à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Vous avez vraiment bien mis la table, puis on a déjà des pistes de solutions. J'aime ça, ça va être une bonne journée. Alors maintenant, je vais inviter la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, qui est également ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et députée de Chicoutimi, André Laforêt. Je suis très, très fébrile, je suis très émue. Vous le savez, on est à quelques jours des élections, alors merci pour l'invitation, mais en même temps, je suis encore ministre des Affaires municipales pour peut-être longtemps encore. Alors, merci vraiment pour l'invitation. Merci Catherine, merci Stéphane, parce que oui, l'habitation, c'est vraiment une priorité pour moi. Dès que je suis arrivée en poste, il y a 4 ans,
on a tout de suite créé un sous-ministériel Habitation aux Affaires municipales parce qu'il y avait la SHQ d'un côté, puis il y avait le ministère des Affaires municipales. Alors, c'était important de ramener notre monde près de nous, près de moi, près du sous-ministre, près de Francis, directeur de cabinet, près du cabinet, pour dire on reprend le retard du passé. Il faut construire, mais il faut changer aussi plusieurs réglementations en habitation. Et le travail est commencé. Alors, salutations également aux gens de l'UMQ, la FQM. Je suis un peu émue, hein, parce que veut pas, c'est 4 ans avec les affaires municipales et l'habitation. Et tout le monde est ici. Bravo, 300 personnes et plus, guichet fermé. Hein? Tu vas pouvoir dire ça un jour dans ta vie, Catherine, que tu as fait un événement guichet fermé. Alors, tous les maires qui sont ici, tous les partenaires en habitation, j'ai vu Véronique Laflamme ici du Frappru, les députés, hein, je dis ma gang à moi, Christopher qui est ici, j'ai vu Shirley également, j'ai vu ma collègue Marie-Claude Nichols qui est ici. J'aime pas le dire mot l'opposition parce qu'avec Marie-Claude, on a fait 6 projets de loi. On a tellement bien travaillé ensemble. Alors, c'est une de mes collègues également. Salutations à Marie-Claude. Les futurs candidats, il y a peut-être des candidats ici, des candidates. Bonne chance. Évidemment, mon préféré, Kevin, ma région Ville-Saguenay. Salutations, Kevin, qui remplace ma mairesse Julie Dufour. Et Soraya, salutations à toi, parce qu'avec Ahmed Hussein, on a quand même conclu 4 ententes avec le fédéral. Et je pense qu'Ahmed et moi, on a bien travaillé. Et les 10 maires et mairesses des grandes villes, salutations, je vous apprécie énormément. Alors, comme je le dis, je suis très heureuse d'être ici parce que, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez entendu, le premier engagement de la Coalition Avenir Québec, le premier engagement de M. Legault a été sur l'habitation. En 4 ans, on a investi 2,6 milliards en habitation. On a quand même investi près d'1 milliard pour le programme Accès-Logis, 966 millions. Non, le programme Accès-Logis n'est pas terminé, il a été reconduit. Alors, il faut vraiment dire les vraies choses. C'est un excellent programme, mais aussi on a apporté d'autres programmes, d'autres solutions. J'aime bien entendre dire que ici, vous allez dégager des solutions, vous allez trouver des solutions, parce que oui, le but, c'est d'être partenaire, c'est de travailler ensemble, main dans la main. Puis c'est ce qu'on fait, je pense, depuis 4 ans. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, on s'appelait directement, on se textait, puis c'est comme ça qu'on dénoue des enjeux. Alors, le but, c'est de, oui, encore, toujours une fois, augmenter l'offre de logements abordables, social. Alors ça, c'est vraiment important. Et évidemment, les défis, je le mentionne et je l'avoue, les défis sont immenses parce que quand on est arrivé en poste, depuis 2009, les coûts admissibles de construction pour déposer des projets dataient de 2009. Alors, tout de suite, il fallait ajuster la liste des coûts admissibles pour les projets en construction. On a investi 260 millions les premiers mois, si je peux dire. Alors maintenant, les projets du backlog dans Accès-Logis, on a levé tous les projets qui étaient en attente, même depuis 10 ans. Alors, on partait quand même de loin. Et maintenant, les projets du backlog sont en construction ou en voie de l'aide. Puis il faut comprendre aussi qu'on a signé la belle entente, l'ICRLE, Initiative de création rapide de logements 1 et 2, avec le fédéral. Donc, on est allé chercher des projets aussi qu'il fallait travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral, puis ça s'est très, très bien passé. Il y a eu un phénomène impressionnant, très triste, la pandémie. Oui, vous l'avez mentionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une migration en région. Hein, M. Demers, les régions, est-ce qu'ils étaient prêtes à recevoir autant de citoyens? On se pose la question. Donc, on s'est retroussé les manches, puis on a dit, il faut construire du logement abordable, il faut changer la réglementation aussi, parce qu'il y avait des HLM qui étaient vides depuis 10 ans. On ne pouvait pas les attribuer, soit parce que les gens gagnaient plus de 21 000 par année, imaginez, il fallait gagner 21 000 par année pour habiter dans les HLM en région. Alors, on a aussi le PRBI, les revenus pour habiter dans les HLM. On a changé la réglementation aussi dans les projets de loi avec les coopératives, parce que les coopératives, il faut les laisser aux gens qui en ont vraiment besoin. Donc, on l'a fait également dans le projet de loi 16. On travaille avec les HLM, les coopératives, les offices d'habitation, mais moi, je le dis, qu'est-ce qui a été impressionnant, c'est la collaboration avec les maires et les mairesses. Puis, je vous lève mon chapeau parce que quand il y a des municipalités qui avaient vraiment des enjeux, vous n'avez pas choisi, là, par exemple, en Gaspésie, d'avoir tout d'un coup plusieurs citoyens. Donc, on a changé la réglementation pour que le maire, puisse, par exemple, faire un projet sur un terrain quelconque. Et dans le projet de loi 49, on a changé la réglementation. Alors, vous voyez, on a quand même essayé de travailler sur tous les fronts. Et comme
comme je crois c'est Catherine qui le disait, les gens restent plus longtemps dans leur logement. Ça, c'est du jamais vu non plus, parce que les jeunes ont acheté, ils ont investi avec les taux d'intérêt très bas dans les maisons. Donc, les gens ont essayé d'avoir une maison. Il y avait moins de maisons, donc les gens sont restés et restent encore beaucoup plus longtemps dans leur logement. Donc, les taux d'inoccupation sont devenus très, très bas. On n'a pas eu le choix, étant donné qu'on a eu la liste des taux d'inoccupation de la SCHL. On est devenu en crise du logement dans plusieurs municipalités et on a travaillé un programme depuis le début parce que oui, on a une demande dans le logement social, mais on a une demande aussi dans le logement abordable. On a lancé le programme d'habitation abordable Québec. Un programme impressionnant, un programme tellement aimé, rapide, et je peux vous dire que c'est quand même 300 millions. Il y a énormément de projets qui ont été acceptés. Il y a même des projets qui sont en réalisation déjà commencés. Et je peux vous dire que le FAC, c'est tellement un bon programme qu'on va essayer de l'insérer dans notre PQI parce que oui, on voit maintenant que ce programme-là est très facile. Et également, avec les municipalités, c'est le fun, on le travaille rapidement. Et en même temps, je le redis, dans le programme d'habitation abordable Québec, on peut très, très bien, s'il y a des demandes, donner un programme supplément au loyer. Donc, on touche également les gens qui ont de faibles revenus. Alors, comme on l'avait dit, on avait dit en arrivant qu'on allait financer 15 000 unités. On le fait, les 15 000 sont financés. On travaille également, et je sais que ce n'est pas évident, à rénover les HLM partout au Québec parce que depuis 1994, la réglementation des HLM veut pas est rendue sous la responsabilité du Québec avec plusieurs conventions. Donc, on travaille pour rénover aussi nos HLM. Ensuite, je vois M. Bélanger qui était d'ailleurs avec moi. Il a passé une journée et demie à Chicoutimi cette semaine, dans mon comté, dans le plus beau comté. Alors, on a lancé les grands fonds. Un programme vraiment intéressant. Ça faisait des années qu'on essayait depuis longtemps qu'on essayait d'avoir un programme avec les grands fonds. Évidemment, ça a fonctionné. C'est quand même 395 millions. Puis je vous le dis à tout le monde ici, là, il y a M. Bélanger me disait, on a énormément de projets qui sont déposés. Il y a quelques endroits qu'on n'a pas encore de projet, mais imaginez, on travaille avec Fonds d'Action, Desjardins et la FTQ. Encore une fois, merci, M. Bélanger, que j'ai vu, et sûrement les autres qui sont ici. Alors, un autre programme nouveau, il faut travailler dans, on le dit, on sort des sentiers battus, mais on essaie d'accélérer la construction, de changer la réglementation, ce qui est fait vraiment depuis le début. Et aujourd'hui, oui, je suis très fière, je suis pas gênée de dire qu'on a quand même 2,6 milliards en habitation d'investis depuis 4 ans. Premier engagement électoral, 1,8 milliard. Puis je peux vous dire une chose, le sommet ici, là, je suis très fière parce que nous, on fait le forum en habitation une fois par année avec la Société d'habitation du Québec. Puis quand vous avez lancé l'idée, Stéphane et Catherine, bien, honnêtement, j'ai dit « Ah, c'est le fun, ça veut dire que toutes les municipalités sont vraiment sensibles également. Puis oui, on va pouvoir se parler, oui, on va négocier. » J'ai relu vos demandes pour les élections, évidemment. Et vraiment, là, vous êtes sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Vous en demandez plus de responsabilités, plus de pouvoir. Et oui, on va y aller parce qu'on a besoin des municipalités. Si vous ne nous aidez pas à construire du logement, si vous n'aidez pas le social, l'abordable, les promoteurs privés, tout le monde doit contribuer au niveau de l'habitation. Alors, sur ce, moi, je pense que je veux vous remercier parce qu'on a passé un beau 4 ans ensemble. Ça s'est très, très bien passé. Je le disais toujours, quand je suis arrivée en politique, je vois, parce que moi, je sors du milieu des affaires, puis je me disais, les maires, les mairesses, c'est comme des entrepreneurs. Ils sont responsables de livrer, de donner un bon service. Ils sont responsables également, on doit avoir plus de revenus, mais ils sont à l'écoute des citoyens, donc le service doit être impeccable. On aime les solutions, on aime l'innovation en habitation. Alors moi, toutes les solutions que vous allez déposer ici, bien, je veux les entendre, je vais voir qu'est-ce qui est sorti de ce sommet-là. Et en terminant, quand même, j'envoie une fleur à Catherine parce que quand je me promenais dans les municipalités, Catherine me parlait souvent du droit de préemption. Puis, le droit de préemption dans les municipalités, là, on l'a accordé, encore là, dans un autre projet de loi qui a été accepté. Puis, avec le droit de préemption, bien, je pense que, voilà, c'est encore une nouvelle possibilité que vous deviez avoir. Alors ça, on l'a accordé également. Alors moi, je pense que je vous remercie.
Je le sais, je suis sensible, mais honnêtement, peu importe où je vais, peut-être je vais rester aux affaires municipales et à l'habitation, peut-être je vais aller dans un autre ministère, mais dites-vous une chose maintenant, c'est que l'habitation, c'est une priorité, les maires, les mairesses, c'est une priorité, c'est des collègues, c'est des partenaires, puis j'ai vraiment aimé ça, travailler avec vous. J'espère que je vais continuer. Là, je dois quitter rapidement parce qu'on a une belle annonce qui vient chez nous, hein, avec une belle grosse entreprise, mais dites-vous qu'on a pris les bouchées doubles en habitation, on fait de notre mieux. Il y avait quand même 15 000 logements qui avaient été annoncés dans le passé, jamais construits, mais aujourd'hui, les 15 000 sont financés. Il y en a 9 418 qui sont en voie d'être livrés. Alors, c'est quand même une grande réussite, mais il faut continuer. Il n'y a personne qui a le droit de rester à la rue. Puis s'il y a des gens qui ont besoin de logement, comme on le fait depuis le début, appelez-nous. Puis les gens auront un toit, comme tu le dis si bien, Catherine. Alors, salutations aux grands-mères et aux grandes mairesses des grandes villes, et merci d'avoir travaillé avec moi, et j'espère continuer comme ça très, très longtemps. Voilà, bon sommet, bonjour à vous tous. Merci beaucoup, Mme Laforêt. Merci pour ces 4 années. On vous souhaite aussi une bonne campagne électorale à vous. Alors, nous avons maintenant la députée fédérale d'Hochelaga, également secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, Mme Soraya Martinez-Ferrada. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici à Laval. Premièrement, merci Madame Rollet. Merci Catherine, merci Stéphane pour cette belle initiative. J'avais suivi la campagne électorale municipale la dernière fois et je m'étais dit quelle belle idée. Et de voir l'ensemble des gens qui se sont pointés ce matin à Laval, c'est vraiment, ça me fait plaisir. Merci à la ministre Laforêt. Je sais qu'elle doit quitter, mais je la remercie de ses bons mots. Effectivement, on a travaillé très fort avec Québec dans les dernières années pour justement livrer les ententes et le financement nécessaires au logement, tant entendu un petit peu partout. Permettez-moi de saluer aussi plusieurs municipalités. Vous savez, j'ai fait une tournée au Québec dans les dernières 2 semaines. Je vais vous dire, les routes du Québec sont longues. Je n'ai pas pu voir tout le monde, mais permettez-moi de saluer Thérèse de Blainville, Mascouche, Repentigny, Tadoussac, Alma, Shawinigan. J'ai été un peu partout. Alors, merci de votre accueil. Vous avez été une immense... vous avez contribué beaucoup à la réflexion. Vous le savez, on est en train de travailler sur plusieurs programmes et vos commentaires sont vraiment essentiels. J'aimerais aussi saluer l'ensemble des élus. Il y en a plusieurs élus fédéraux présents, notamment ma collègue Sherry Ranamado. J'ai vu Denis Trudel aussi, qui est notre critique à l'opposition. J'ai une bonne relation avec les critiques et merci, Denis, d'être présent. À tous les élus, j'espère que je ne vois pas d'autres élus, mais en tout cas, il sont plusieurs tables rondes qui ont participé aussi ici à Laval, à Longueuil. Alors, merci d'être présent. Vous savez, moi, je suis une ancienne conseillère municipale. Et je comprends à quel point la responsabilité et le poids que les municipalités ont et les défis que vous devez surmonter pour arriver à travailler sur tous les défis socio-économiques que vous avez. Parce que oui, les municipalités sont au front. Elles sont au front sur plusieurs défis, notamment et principalement celui de l'habitation. Alors, merci à toutes les municipalités qui prennent ce défi en main parce qu'il est grand. On est tous d'accord sur le besoin d'accroître l'offre de logement. C'est sûr qu'au niveau fédéral, nous, on va travailler avec tous les paliers de gouvernement. On va collaborer avec tous ceux et tous les acteurs qui veulent faire du logement et l'accroissement de l'offre de logement leur priorité. Mais on veut aussi être un partenaire direct avec les municipalités. Vous nous l'avez demandé, la FCM l'a demandé, l'UMQ l'a demandé, et nous, on veut être là pour vous, avec vous, pour relever ces défis. Je ne reviendrai pas sur tous les chiffres, il y en a beaucoup. Vous savez, la Stratégie nationale de logement, la toute première stratégie nationale qui a été adoptée par le gouvernement fédéral en 2016, elle a été légiférée. Pourquoi? Parce qu'on veut pérenniser le leadership fédéral dans le logement. C'était 72 milliards à ce jour, 72 milliards d'engagements sur une stratégie de 10 ans. Puis la pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait? Madame Laforêt, André l'a dit tout à l'heure, elle est venue forcer une mobilité pas attendue nécessairement dans les régions,
combiné à une pénurie de main-d'œuvre, combiné à un coût, des coûts de construction. Alors, les défis ont été exacerbés. Les défis pour les municipalités qui ne s'attendaient pas à voir des gens décider de s'installer à Alma, à Tadoussac, parce que le télétravail maintenant donne cette possibilité, puis on en est bien heureux, qu'elle vous permette aussi d'avoir un développement économique dans vos régions, mais ce développement ne pourra pas se faire si on ne peut pas loger les gens qui veulent aller dans vos régions. Alors, dans le dernier budget fédéral, le logement a été au cœur du budget fédéral. Et on a rajouté à ce budget 14 milliards de dollars à la Stratégie nationale de logement. 2 éléments importants dont je vais vous dire aujourd'hui. 1, le fonds d'accélérateur rapide de logement pour les municipalités. 4 milliards au niveau national. Et ce qu'on veut, c'est travailler avec vous parce qu'on veut croître votre capacité à construire du logement. On veut vous donner, parce que je l'ai entendu durant toute la visite que j'ai faite dans les régions, certaines régions ont une personne responsable des services municipaux. Donc, comment voulez-vous que cette personne puisse soutenir aussi la planification, démêler les programmes, monter des projets? Alors, on veut vous aider à accroître vos capacités à livrer les ambitions que vous avez dans chacune de vos municipalités, où vous soyez et où elles seront ces besoins-là. Deuxième projet intéressant, coop. C'est dans l'ADN du Québec. On était précurseurs dans les coops au Québec. Donc, depuis plus de 30 ans, le fédéral n'avait pas dédié un fonds aux coops. 1,4 milliard pour les coops vont être faits. 6 000 unités de logement, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Je finirai en disant, puis plusieurs l'ont dit, on n'a pas de baguette magique. Personne n'a une baguette magique. Les défis qu'on vit actuellement sont mondiaux, sont locaux, mais on a tous la même volonté, c'est celle d'accroître le nombre de logements abordables, parce que les défis d'immigration, de pénurie, d'itinérance qu'on ne voit pas, sont grands. Et ils sont aussi dans vos régions. Alors, nous, on veut être là avec vous. Vous pouvez compter sur toute notre collaboration pour travailler à ce que les gens puissent être logés. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant passer à notre premier segment qui s'intitule « Les municipalités et les défis de l'habitation abordable ». Nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui des représentants de l'ensemble des municipalités du Québec, du plus petit village à la grande métropole, et vous verrez qu'évidemment, tous font face à des défis d'abordabilité. Alors d'abord avec nous, j'invite Daniel Côté. Monsieur Côté est maire de Gaspé, préfet de la MRC de la Côte de Gaspé et président de l'Union des municipalités du Québec depuis 2021. Alors, Madame la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, chers collègues élus municipaux et élus municipaux de partout au Québec, je vous salue. Un beau bonjour à vous toutes et tous. Et tout d'abord, évidemment, je veux remercier mes collègues Stéphane et Catherine d'avoir initié cet événement-là. Catherine et Stéphane siègent à notre conseil d'administration. Stéphane est le président du caucus de la métropole au sein de l'UMQ. Donc, merci à vous deux et merci à vos équipes aussi d'avoir organisé l'événement. C'est une initiative qui est importante, puis je la salue au nom de notre union et au nom de ses membres qui composent 85 % de la population et du territoire du Québec. Parce que la crise du logement, on la vit toutes et tous. À la grandeur du Québec, peu importe notre région, peu importe la taille de notre population. Puis, pour trouver des solutions innovantes, bien, on doit échanger, discuter, collaborer, voir ce qui se fait ailleurs et qui pourrait fonctionner chez nous. Il faut rappeler qu'ensemble, nous avons fait du travail considérable. On est allé chercher plusieurs gains. Mais il faut en faire plus. Puis c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Parce que c'est tout le Québec qui est mobilisé. Les organismes, les municipalités, les constructeurs, le secteur académique, les citoyennes, les citoyens, bien, on est ensemble pour ça. Bien, depuis longtemps, l'Union des municipalités du Québec est préoccupée par le manque criant de logements. Nous avons adopté, vous le savez, la déclaration municipale sur l'habitation qui a été signée par plusieurs d'entre vous. Par cette déclaration, nous souhaitions un allègement des lourdeurs administratives et évidemment une bonification des programmes de financement sur le long terme.
Cette déclaration-là proposait également une dizaine de pistes d'action concrètes et innovantes pour faire mieux au Québec. Nous avons fait de l'habitation notre priorité, la priorité de 2022. Partout où on pouvait aller, on pouvait en parler, et j'ai fait le tour du Québec dans les dernières semaines. Partout où on pouvait en parler, on l'a fait. Puis on va continuer de le faire. C'est notre ténacité collective qui a permis d'obtenir des résultats significatifs. D'abord, il a fallu reconnaître collectivement qu'il s'agissait d'une crise. Puis le reconnaître, c'est certainement le premier pas vers la mise en place de mesures qui reflètent la sévérité de la situation. On manque de logements depuis plusieurs années déjà, mais les circonstances récentes ont exacerbé le problème. Lors des dernières assises de l'UMQ, Québec s'est engagé, la ministre le disait tout à l'heure, à élargir le droit de préemption à toutes les municipalités. C'est une demande importante qu'avait le milieu municipal. Cet engagement-là, il a été respecté rapidement avec l'adoption du projet de loi 37 en juin dernier. Nous pouvons dès maintenant utiliser ce droit-là pour acquérir en priorité des immeubles et des terrains. Puis je veux aussi vous rappeler que tous les partis politiques qui sont venus nous voir aux assises de l'UMQ ont confirmé qu'ils réformeraient aussi la loi sur l'expropriation s'ils formaient le prochain gouvernement. Si tout le monde le fait, on devrait l'avoir. Après l'élection, il va falloir se mettre au travail, parce que cette réforme-là, elle est cruciale aussi pour les municipalités. Ça devrait nous faciliter la tâche lorsque vient le temps d'aider des organismes à construire des logements sociaux et des logements abordables. Parce que des logements sociaux et abordables, il nous en faut beaucoup plus. Il n'y en a pas assez sur le territoire québécois pour répondre à la demande. Selon la SHQ, il y a 37 000 familles qui attendent un logement social. Il faut donc mettre en place toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse accélérer leur construction. Aussi, l'Union était préoccupée par la vente de logements sociaux et communautaires financés par des fonds publics. Le projet de loi 37, tel qu'adopté, reconnaît l'importance de mieux encadrer cette pratique-là. Puis du côté du logement social, le programme Accès Logis, la ministre le disait tout à l'heure, il est maintenu pour l'instant. Son maintien était une demande de l'Union, ça l'est encore, puis on souhaite que ça demeure. Puis il y a des sommes supplémentaires qui ont été investies par les gouvernements du Canada et du Québec qui devraient nous permettre de financer la construction des logements qui ont été annoncés dans le cadre du programme puis qui n'ont pas encore été construits. On va pouvoir enfin en finir avec le fameux backlog qui dure depuis une dizaine d'années. Il y a aussi plusieurs logements sociaux qui sont inhabitables en raison de leur état. Mais dans la situation actuelle, on ne peut pas se permettre de laisser des logements vacants. On a besoin de tous les logements possibles. Il faut donc rendre rapidement ces logements sociaux à nouveau habitables. L'Union a demandé que les sommes prévues à l'entente Québec-Canada sur le logement soient attribuées rapidement pour la réfection de ces habitations. Le gouvernement du Canada a aussi annoncé l'accélération du versement des sommes prévues à cette entente dans son dernier budget. On va continuer de suivre ce dossier-là de près. Enfin, pour ce qui est des logements abordables, le gouvernement du Québec a lancé le programme Habitation abordable Québec, communément appelé le FAQ, avec une enveloppe de 300 millions de dollars. Au départ, on a salué cette initiative novatrice qui est en partenariat public-privé à quelque part à bien des égards. Mais dans le cadre de la tournée que je fais au Québec actuellement, d'un bout à l'autre du Québec, il y a des élus qui me disent qu'ils sont préoccupés par la hauteur de la contribution municipale qui est exigée. Et puisque cette contribution-là est plus importante que ce qui était prévu dans les programmes précédents. Aussi, le FAQ vise spécifiquement la création de logements plus abordables. C'est bien, mais pour l'UMQ, il ne faut pas arrêter de créer des logements sociaux pour autant. Ce programme-là est nouveau. On travaille à y proposer des améliorations en continu, puisqu'on ne doit pas s'arrêter là, on ne peut pas s'arrêter là. Parce que cette année encore, il y a plusieurs familles dans chacun de nos milieux qui n'ont pas trouvé de logement le 1er juillet dernier. Parce que des étudiantes et des étudiants qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont habiter lors de la rentrée scolaire. Parce qu'il y a encore trop de Québécoises, trop de Québécois qui vivent dans des endroits trop petits ou trop chers pour leurs moyens. Et parce qu'on sait qu'au Québec, on peut faire mieux, on peut être ambitieux et devenir un modèle en habitation. Il faut s'attaquer aux déficits structurels en matière de logement. La SCHL a publié une étude au début de l'été qui affirme qu'on devra construire 620 000 logements, Catherine le disait, 620 000 unités d'habitation au Québec d'ici 2030 pour préserver l'abordabilité. C'est un chiffre qui est impressionnant, mais tout à fait réalisable. En 2021, il y a eu 68 000 mises en chantier au Québec. C'est vrai que ça a été une année exceptionnelle
En moyenne, habituellement, on en construit 50 000. Mais malgré tout, c'est la preuve qu'on est capable d'augmenter le nombre de mises en chantier. Puis si on garde le cap jusqu'en 2030, on y sera presque. Si on peut atteindre 75 000 logements par année, bien, on va y arriver. Mais c'est un chiffre qui démontre clairement qu'il y a un déficit structurel au Québec. Puis les municipalités, bien, nous, on est prêts à aller de l'avant avec des projets de logements sociaux. On est prêts à s'engager à y contribuer, mais faute de financement adéquat, on n'y arrivera pas. Les programmes du gouvernement destinés à l'habitation sont un bon début pour amenuiser les effets de la crise sur les plus vulnérables, mais même si on construisait 2 fois plus de logements sociaux demain matin, ça ne permettra pas de s'attaquer à la cause profonde qui est le manque de logements. On est conscient qu'il n'y a pas de recette magique. On ne peut pas faire apparaître des milliers de logements d'un seul coup. En revanche, on peut collaborer, travailler ensemble, les municipalités, le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les organismes, les partenaires privés. Il faut sortir des sentiers battus parce que la recette habituelle ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui, à l'initiative de Catherine et Stéphane, pour tenter de faire différemment. C'est notre objectif. On voit déjà des initiatives intéressantes émerger aux 4 coins du Québec. Chez nous, à Gaspé, par exemple, on s'est entendu avec un promoteur pour vendre à rabais une grande partie d'un terrain municipal, puis on a convaincu aussi l'Assemblée nationale d'adopter une loi privée qui nous permet d'offrir des incitatifs financiers aux promoteurs privés comme des congés de taxes. D'ailleurs, cette approche-là de notre bill privé de chez nous a été étendue à l'ensemble du Québec avec le projet de loi 49 dans les années qui en ont suivi. C'est une solution qu'on a trouvée pour attirer chez nous des investisseurs parce qu'ils sont trop rares en région. Ça nous prend des investisseurs supplémentaires et quand on investit collectivement dans des projets d'habitation privée à quelque part, bien, on garantit une certaine abordabilité aussi. C'est un des grands problèmes en région par rapport à la construction, c'est aussi que les coûts de construction sont plus élevés que la valeur du logement. C'est malheureusement pas très intéressant pour le privé ni pour les banquiers qui sont souvent bien frileux. Alors on doit redoubler d'ardeur, redoubler d'imagination, inciter les promoteurs immobiliers à construire chez nous. Un dernier gain aussi qu'on a obtenu de Québec concerne, en fait c'est grâce beaucoup à la mobilisation de plusieurs acteurs, ça concerne un meilleur encadrement de la conversion des habitations long terme en habitations court terme, les fameux flips touristiques. Le phénomène des Airbnb nous prive de plusieurs unités de logement pour nos familles. Ça peut être intéressant au niveau touristique, mais pour nos familles, c'est des gens qui n'habitent pas en permanence sur le territoire, qui ne viennent pas travailler chez nous. Certaines municipalités, je pense à ma voisine à Percé, ont été précurseurs dans le domaine. Le gouvernement du Québec est arrivé ensuite avec plusieurs mesures de contrôle pan-québécoises, avec le concours des municipalités, comme nous le réclamions. Donc, je pense qu'on peut dire qu'il y a un certain momentum en ce moment, autant du côté de Québec que d'Ottawa, des entreprises privées, des organismes, des municipalités. Puis, entre autres, en juin dernier aussi, il y a le partenariat Québec, Fonds de solidarité FTQ, Fonds d'action, Mouvement des Jardins, a été annoncé. On devrait avoir 2000 unités de logements abordables et sociaux se construire d'ici 3 ans. Puis les partenaires sont engagés à conserver l'abordabilité de ces unités-là pendant 35 ans. C'est une avenue qui est originale, qui n'avait pas été explorée auparavant. Puis c'est dans cette direction-là qu'on doit aller parce qu'on peut construire davantage, on peut aménager, on peut plus construire, en fait, on doit construire davantage, mais on ne peut plus aménager notre territoire comme auparavant. Il faut de la nouveauté, de l'innovation, puis la clé, c'est le financement. L'argent doit venir de Québec et d'Ottawa. 300 millions dans le dernier FAC, c'est bien, mais vu l'ampleur du déficit structurel, il va falloir en faire plus. Et en plus de l'argent, il faut revoir nos façons de faire, alléger les processus, revoir le cadre légal, se mettre au diapason avec l'ensemble du problème. Le milieu municipal joue un rôle central dans la mise en place de solutions innovantes et structurantes. On en est témoin aujourd'hui. On est des facilitateurs. On voit comment ça se passe réellement sur le terrain parce qu'on est sur le terrain. Puis à tous les niveaux, il faut que tout le monde soit ambitieux en matière de logements sociaux et abordables. Il faut trouver le moyen de construire suffisamment de logements pour venir à bout du déficit structurel. C'est notre objectif principal parce qu'autrement, on n'arrivera pas à conserver l'abordabilité à long terme. D'ailleurs, l'habitation est un des 4 thèmes de la plateforme électorale de l'UMQ qui a été élaborée de par ma tournée des régions qui s'achève en 2 mois. J'ai fait plus de 30 arrêts dans les 17 régions administratives, rencontré plus de 300 élus. Puis, le 16 septembre prochain, on a invité la chef et les chefs des principales formations politiques au Québec à venir se prononcer sur notre plateforme municipale lors du sommet électoral de l'UMQ animé par Emmanuel Latraverse. Vous êtes évidemment toutes et tous invités à venir entendre les chefs sur plein d'enjeux municipaux, mais entre autres, et je dirais surtout, sur le dossier de l'habitation. Plus on sera nombreux, plus on sera fort. Puis finalement, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, ce sommet sur l'habitation est essentiel pour que nous puissions nous concerter et échanger pour trouver des solutions à la crise du logement.
Oui, on a fait un bout de chemin, mais il en reste beaucoup à faire encore pour sortir de la crise, rééquilibrer les marchés, offrir un toit à chaque résident, chaque résidente du Québec, un toit que chacun aura les moyens de se payer. C'est primordial pour toutes les Québécoises, tous les Québécois. Un toit, ce n'est pas un bien comme un autre, c'est vraiment notre qualité de vie qui est en jeu. Merci à tous et à toutes pour votre attention et bon sommet. Merci beaucoup, M. Côté. Alors, passons maintenant à Jacques Demers. M. Demers est le président de la Fédération québécoise des municipalités depuis 2018. Il est aussi préfet de la MRC de Memphremagog depuis 2012 et maire de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley depuis 2005. Bonjour tout le monde. Merci, M. Boyer, de nous accueillir chez vous. Merci à la mairesse Fournier aussi d'avoir collaboré à mettre ça en place. Mairesse Plante, Montréal, bien sûr, content de vous voir. Daniel Côté, maire de Gaspé, président de l'UMQ. Je suis content d'être ici un matin, content de vous voir, content qu'on puisse parler d'un sujet aussi important. Oui, évidemment, quand je vois les grandes villes, je suis là pour présenter régions. La FQM, la Fédération québécoise des municipalités, ça représente plus de 1000 municipalités locales et régionales. Il y en a 1110 peut-être au Québec. C'est tous des membres qui sont là de façon volontaire, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin de voir qu'on est sur le territoire et qu'on a des besoins. C'est important de voir ce qu'on est capable de faire. Je n'oserais pas prendre mon texte pour vous sortir des chiffres. L'habitation, je pourrais vous dire à quel point c'est important. Je vais peut-être prendre quelques petits exemples, mais de façon générale, vous êtes tous là, puis vous le savez. Ça fait que ce bout-là, je vais essayer de travailler plutôt sur les solutions. Des choses qui, certaines personnes diront peut-être ah, c'est anodin, on le fait déjà, on le fait. Oui, mais ça vient de chez nous, ça vient de nos régions. Des fois, quand j'entends des personnes dire « Oui, mais on va trouver des solutions, puis on va dire aux petits quoi faire après. » Une minute. On est capable, on connaît notre territoire mieux que personne. Moi, quand j'entends ça, évidemment, je fais « Voyons donc, pourquoi on pense qu'il y a d'autres qui vont venir nous dire chez nous quoi faire? » Je vais essayer d'embarquer dans mon texte, essayer de vous donner des exemples qui sont concrets. Évidemment, on représente l'ensemble des régions, on est le porte-parole des régions. Concernant le défi auquel on fait face aujourd'hui, l'habitation, je ne veux pas évidemment vous parler de la problématique, vous la connaissez tellement. Je veux vous parler aujourd'hui des solutions innovantes qui ont déjà commencé à agir dans nos régions, qui pourraient prendre de l'ampleur selon l'espace qu'on va bien vouloir leur donner, les responsabilités qu'on va leur donner. D'abord, il est important de rappeler la problématique actuelle, c'est universel. On le vit dans l'ensemble des municipalités. On parle à certains endroits, 0,2 %, de 0 pour certaines municipalités. C'est ça qu'on vit. On le vit pour nos entreprises. Des entreprises qui aujourd'hui disent, bien, on va devoir vous quitter, on n'a pas d'employés. Le problème des employés, bien, ils n'ont pas de logement, on n'est pas capable. Quand on réussit à attirer de ces entreprises-là dans nos régions, on est fiers de les avoir, on veut les garder. Il va falloir qu'il y ait aussi des gens. Nos services de proximité, évidemment, moi j'aimerais bien vous parler aussi de la santé, des hôpitaux. Les fois quand on voit qu'aussitôt qu'on ferme parce qu'on a moins d'habitants dans ce coin-là, on va centrer ça où il y a plus d'habitants. Pourquoi quand on a besoin d'être soigné, on est obligé de faire des kilomètres? Pourquoi que ces gens-là ont l'obligation de dire « Non, mon suivi ou deuxième, je n'irai pas, c'est trop loin, ça ne me donne pas. » Hey, on touche à la santé des gens directement. On a besoin, on a choisi au Québec d'occuper notre territoire. Bien, servons-nous-en. Ça fait notre affaire de dire qu'on a des ressources naturelles. On l'a crié partout dans les 2 dernières années, à quel point qu'au niveau alimentaire, il va falloir être capable de se nourrir, d'être autonome chez nous. Bien, on a une belle occasion de le prouver. Regardons chacun de ces éléments-là. Regardons ce qui peut se faire aussi. Évidemment, il y a des exemples. Je pourrais prendre Quatico, qui ont engagé une personne spécifique qui, elle, s'occupe d'un bout à l'autre de dire on accompagne directement ces entrepreneurs-là pour qu'ils
passe au travers de tout ce qui est si compliqué, tout ce qui est administratif, tout ce que souvent nos entrepreneurs disent « c'est pas mon domaine ». Puis j'ai beaucoup d'ouvrages dans plein d'autres choses. Pourquoi j'embarquerais là-dedans? Bien oui, il y a besoin d'accompagnement. Oui, il y a besoin de suivi. C'est des choses qui se font. Du côté de la MRC de Brome-Missisquoi, on a vu aussi produire un guide très intéressant d'accompagnement pour les municipalités qui est véritable. C'est un coffre d'outils, ceux qui voudront le consulter, vraiment intéressant. Du côté de la Gaspésie, bien sûr, je regarde Daniel quand on fait un tour en Gaspésie, puis de voir le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation qui s'appelle « Bâtir la Gaspésie ensemble », une habitation à la fois, de trouver 2 millions de dollars pour dire « on va l'investir là-dedans, puis on va faire ça par porte qui va se construire ». Il y a des choses là-dedans qui sont vraiment intéressantes à regarder. On pourrait regarder la MRC de Rimouski-Ningette. Ouais, on va dans le bas du fleuve, on trouve ça si beau. Il y a des gens dans ce coin-là qui disent « bien là, il va falloir se bâtir maintenant ». Puis pour se bâtir, on aimerait ça être du long des routes qui existent déjà. Parce que certaines personnes, des fois, nous parlent d'étalement urbain, en pensant que dans les régions, on oublie notre historique. Il y a des villages qui ont plus que doublé de population dans les 50 dernières années, mais il ne s'est pas rajouté une maison dans le village. C'est pas là que les gens ont été se bâtir. Puis pourtant, on n'est pas en train de dire, si on regarde ces grands territoires-là, qu'on prend de la place au niveau de l'agriculture. On n'est pas en train de dire qu'on a pris des prairies, des lieux pour l'alimentation. On a réussi à dire non. Il y a des endroits, parfois que c'est en montagne, parfois c'est près de certains lacs, il y a des choses, mais qu'il va falloir densifier. Il va falloir changer ce qu'on voit présentement en se disant, il y a peut-être des grands terrains qui se sont bâtis. On pourrait penser parfois à une deuxième maison, une maison des fois plus petite, qui pense à l'intergénérationnel, qui pense, oui, à l'avenir, puis dire, on a besoin de densifier nous aussi, si on veut garder nos services, regarder ce qu'il y a vraiment sur notre territoire. Il y a tellement de bonnes idées que je pourrais vous nommer un peu partout, mais souvent, il y a des embûches. On s'aperçoit qu'on veut souvent dire, bien, il faut que ça vienne absolument des structures, il faut que ça vienne d'un modèle qui se fait au provincial. Bien, on veut prôner la décentralisation. On veut prôner de notre côté de dire, on peut-tu le regarder localement? On peut-tu le regarder avec les besoins du territoire? On peut-tu voir ce qui s'est fait dans les 50 dernières années, puis voir les endroits que ça a bien fonctionné, puis les endroits que ça a moins bien fonctionné? Là, on sera peut-être capable d'appliquer sur nos territoires des choses qui sont concrètes, mais pas se faire dire par Québec ou autres qu'il faut, sur notre territoire, qu'on applique de telle façon. On connaît nos territoires, bien, on va travailler pour le réussir. On a déjà des beaux succès, il faut le continuer. On a une campagne électorale, c'est un temps comme jamais. On a travaillé avec nos membres, avec notre direction, pour établir un plan d'action de ce côté-là, pour montrer où est-ce qu'on s'en va. On veut des données claires. On ne veut pas être là pour dire seulement on a besoin d'argent. Évidemment, ça va en prendre. On ne se cachera pas de ce côté-là, mais ça va prendre aussi des décisions locales, puisque juste l'argent, si on ne réussit pas à le faire sur le terrain, là, on a une problématique. Je vais vous laisser sur ces mots-là, mais surtout en disant, j'espère qu'on va réussir tout le monde à s'écouter puis à trouver des solutions en respectant chacun de nos municipalités, chacun de nos territoires, qui sont tous différents. Merci beaucoup. Bonne journée. Maintenant, je vais inviter Valérie Plante, qui est mairesse de Montréal depuis 2017. Elle est entre autres aussi actuellement la présidente de la communauté métropolitaine de Montréal, la présidente du caucus des grandes villes de l'Union des municipalités de Montréal et finalement membre du caucus des maires des grandes villes de la Fédération canadienne des municipalités. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. J'ai envie de vous dire que pour tous les élus qui sont dans la salle, vous savez à quel point, comme élus, on est amené à s'intéresser, à agir sur tous les dossiers qui interpellent nos citoyens et citoyennes. Et donc, pour moi, d'être ici ce matin pour parler d'habitation, c'est extrêmement important.
J'avais envie, je réfléchissais à ce que j'avais envie de présenter ce matin, puis au final, je me suis dit, étant donné que Montréal a mis en place beaucoup d'éléments, beaucoup de projets au cours des dernières années, pourquoi ne pas en parler, puis voir justement comment ça peut servir. D'ailleurs, permettez-moi de remercier Catherine et Stéphane d'avoir organisé ce sommet. C'est fabuleux, c'est important de tous se voir, peu importe du milieu d'où on est, pour justement trouver des solutions. Et Montréal étant la métropole, bien, non seulement on a certains pouvoirs, mais on a aussi des ressources qui nous ont permis d'aller de l'avant. Il faut aller de la volonté politique, évidemment, mais vous savez quoi? Moi, je considère que c'est le rôle de la métropole, justement, parce qu'on a ces éléments-là avec nous, d'ouvrir le chemin. Et je veux aussi mentionner, je réponds peut-être à Jacques, pour moi, les solutions viennent de partout, des grandes villes, des petites villes. Je l'ai dit, je suis la présidente de la CMM, et à la CMM, on est 82 municipalités, toutes très différentes, certaines toutes petites ou très rurales, jusqu'à des grandes villes comme, bien sûr, Montréal, Longueuil et Laval. Alors, permettez-moi de commencer en parlant de deux constats. Lorsqu'on a été élu en 2017, la première chose qu'on a réalisée, c'est à quel point la mixité, elle est importante pour les Montréalais, mais aussi pour notre dynamisme, pour notre attractivité. Quand je parle de mixité, je parle de comment on veut garder dans un même quartier des personnes aînées, des nouvelles familles, des travailleurs, des nouveaux arrivants. C'est une force sociale, c'est une richesse sociale que d'avoir de la mixité. Alors nous, on s'est dit, il faut la préserver, c'est important. Le deuxième élément, c'est la question de la crise du logement. Quand on est arrivé en 2017, la crise du logement, là, on la voyait déjà venir parce qu'on était déjà, notre parti politique, très impliqué au niveau de l'habitation avant de prendre le pouvoir. Et là, on s'est dit, bien, il faut agir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ville pour minimiser, freiner, agir pour qu'on puisse trouver des solutions? Alors, ces solutions-là, bien, ça a commencé par la première chose qu'on a mise en place et qui est très importante, c'est qu'on a créé un service de l'habitation qui est à l'extérieur du service d'urbanisme. Pourquoi je le dis? C'est que probablement que pour la plupart des villes ici, vous avez un service d'urbanisme qui fait un travail incroyable. Mais on trouvait que c'était important de créer, d'avoir vraiment du personnel qualifié, formé, qui ne font que penser à ça, à l'habitation, en collaboration, bien sûr, avec l'urbanisme. Et ça, je vais vous dire, c'était un élément déterminant pour la suite des choses. Alors, on est passé, en 5 ans, on a doublé le budget de fonctionnement pour le service de l'habitation et on a aussi, on est rendu à près d'une centaine d'employés. Évidemment, c'est Montréal, mais je pense quand même que c'est quelque chose à considérer dans les autres municipalités pour pouvoir être le plus proactif et le plus agile possible. La raison, je vous dirais que les deux choses qui a permis de faire la division de l'habitation, un, c'est de nous rendre, je disais, plus agiles, puis accélérer les projets, parce que c'est une chose qu'on entendait beaucoup, entre autres du secteur des constructeurs, des promoteurs, accélérer la levée de terre des projets. Puis aussi, l'autre élément, c'est qu'on trouvait qu'il était important de pouvoir vraiment développer de nouveaux outils. Les nouveaux outils, je vous en donne quelques-uns. Le droit de préemption. Il y a le règlement sur une métropole mixte. Il y a également le chantier abordable, ça c'est le 60 000 logements. Et comment on protège notre parc locatif, entre autres via les arrondissements à Montréal. Alors, si vous me permettez, je vous parle de ces différents outils-là dont on est très fiers. Le premier, c'est bien sûr le droit de préemption. Montréal est la première ville à avoir ce droit. C'est le gouvernement du Québec qui lui a donné. On en est très heureux. Jusqu'à maintenant, il y a 400 lots, 400 bâtiments ou terrains qui sont préemptés. Alors, c'est quand même beaucoup de terrains. Et on a décidé de les mettre... Est-ce que ma petite machine fonctionne? Oui. On a décidé de faire des droits de préemption, surtout dans les quartiers très chauds au niveau de l'immobilier, mais aussi où est-ce qu'il y a une forte pression au niveau de la gentrification. Là où c'est très, très rouge, là, bien ça, c'est à Parc Extension. Parc Extension, sur les 400 lots, il y en a 150 qui sont juste dans ce grand secteur-là. Des 400 qu'on a préemptés, en date d'aujourd'hui, il y a 40 projets
On s'en est servi du droit de préemption à 40 reprises, ce qui va nous donner la possibilité de construire plus de, je dirais, 1280 unités. Ça, c'est depuis 5 ans. Il y a 40 terrains qu'on a achetés. Mais on va se le dire, là, le droit de préemption, c'est super, oui. Mais encore faut-il avoir la capacité, une fois qu'il y a un terrain à vendre, puis qu'on est le premier acheteur, il faut les acheter. Et c'est là que tout est dans tout. Et c'est là que je dois absolument rappeler la nécessité que les villes aient différentes formes de revenus, parce que sinon, il y a peut-être des opportunités, des droits de préemption qu'on met qui finalement nous échappent parce que la ville, la municipalité, je pense surtout aux plus petites municipalités qui vont dire, bien, j'ai juste pas les moyens. Dans notre cas, avec nos 400 lots préemptés, notre budget sur 10 ans, c'est 100 millions de dollars. Pour vous donner une ordre de grandeur, c'est 10 fois plus élevé qu'avant qu'on arrive au pouvoir, avec la précédente administration. 100 millions de dollars. Donc, c'est beaucoup d'argent. Mais Montréal étant ce qu'elle est, les terrains sont souvent très chers, les bâtiments aussi. Fait que dans le fond, ce que je veux dire, c'est que quand on est les municipalités, quand on dit, je pense à l'UMQ, à la FQM également, quand on dit qu'il faut diversifier l'assiette fiscale des villes, c'est entre autres pour ça. Quand on dit qu'on veut une meilleure équité fiscale, un meilleur partage entre les municipalités et le gouvernement du Québec, c'est pour ça aussi. Alors, droit de préemption, oui, mais il faut de l'argent. Le deuxième outil qu'on a développé, c'est le règlement pour une métropole mixte. Ce règlement-là, ce qu'il vise, c'est de s'assurer que dans tous les développements immobiliers, dans tous les projets de construction, il y ait 20 de logements abordables, 20 de logements sociaux, puis 20 de logements familial sur l'ensemble du projet. Puis pour nous, ça, c'est important, d'avoir des cibles chiffrées, que les gens connaissent, que les promoteurs également, puis les constructeurs soient bien au courant. Ça a été un processus qui a pris du temps, presque 3 ans. Puis c'est correct, parce qu'il y avait des processus, il y avait des consultations, il y a eu beaucoup de discussions. Pas toujours facile, je vais vous le dire. Mais au final, moi, je considère que ces discussions-là qui ont eu lieu ont fait en sorte que notre règlement est meilleur. Ça nous a permis de comprendre les réalités de chaque partenaire, tant au niveau immobilier, par exemple, au secteur privé, qu'au niveau des organismes communautaires, des OBNL, qui construisent aussi, qui participent à la création de logements abordables et sociaux. Ça nous a aussi permis de créer des canaux de communication. Puis, je pense que l'élément dont je suis très fière, c'est que ça a créé une nouvelle norme sociale, que la mixité en habitation, c'est une norme sociale à Montréal. Il en faut, puis il en faut partout. Alors, pour moi, ça, c'est garant de l'avenir quand on arrive à faire un règlement de la sorte. À ce sujet, bon, le règlement, ce règlement-là est adapté à la réalité de Montréal. On a fait des choix. Mais il faut savoir qu'un règlement comme celui-là peut être adapté. Et je tiens vraiment à saluer le travail de la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, dont j'ai le bonheur d'être la présidente, qui a pris cet outil-là et qui en a fait une formation, mais également un outil que vous pouvez utiliser dans vos municipalités et de l'adapter à vos réalités, à votre contexte puis à vos objectifs. Alors, pour moi, ça, c'est très, très important. Un autre élément, un autre outil qu'on a développé, c'est le chantier sur l'habitation, 60 000 logements. Mais je dois quand même reculer un petit peu dans le temps parce qu'avant de dire 60 000 logements maintenant, c'est parce qu'on a réussi à faire le 12 000 logements dans notre premier mandat. Puis pour y arriver, on a mis des sommes avec le département, avec la division de l'habitation. On a créé des programmes pour venir financer des projets qui, sinon, n'auraient pas eu le financement, qui ne rentraient ni dans un financement de Québec, par exemple, ou qui manquait un peu d'argent parce que c'est une réalité à Montréal, mais je suis sûre que dans les grandes villes, puis peut-être même en région, c'est ça, entre le moment où on part un projet, les OBNL embarquent, ils font le montage financier, puis là, les coûts de construction augmentent, puis en plus avec l'inflation, puis à un moment donné, des fois, il manque de l'argent. Bien, la Ville de Montréal a décidé de venir pallier quand ça se produisait, parce que c'est important pour nous que les projets se fassent. Au final, on a plus de 4 000 logements sociaux qui ont été créés, 9 000 en logements abordables, et c'est ça qui nous a donné le go à dire, OK, on y va, on se lance. 60 000 logements abordables pour d'ici les 10 prochaines années. Pour faire ce travail-là, bien, on est allé voir nos collègues, nos partenaires qu'on a appris à connaître et avec qui on a beaucoup discuté, entre autres lors de la négociation, ou du moins quand on préparait le règlement sur la métropole mixte. Et le but vraiment de ce chantier-là,
c'est de faciliter les processus, de tester des modèles, tant au niveau du financement, tant au niveau de la construction. Parce que nous, ce qu'on veut, on est très conscient comme ville qu'il faut aussi accélérer puis rendre ça plus facile au niveau des permis. Mais tout doit se faire dans les règles de l'art, mais il faut qu'on soit capable d'entendre les embûches des autres pour trouver des solutions. Alors, c'est une table qui est très, très importante et je remercie toutes celles et ceux, il y en a plusieurs que je reconnais dans la salle qui sont à cette table avec nous pour le chantier 60 000 logements. Et bien que ce soit un chantier, là, je vous dis tout ce qui se parle, tout ce qui se dit, tout ce qui est évalué, mais je vais vous dire que c'est quelque chose de très pratico-pratique, c'est très concret. Ce lundi, nous avons annoncé qu'il y a un premier terrain qui va être 100% abordable, un terrain de la ville dans le grand territoire de l'hippodrome, l'ancien hippodrome, 100% abordable, qui va être entièrement géré, créé par des OBNL. Alors ça, là, ce terrain-là qui nous appartient et qu'on veut développer, c'est comme un projet pilote. C'est une façon de tester, de voir ce qui marche, parce qu'après ça, il faut le reproduire. Puis après ça, il faut pouvoir l'adapter. Alors, le chantier, on en est très fiers et on espère, on a de grandes attentes, et les Montréalais aussi, par rapport à ce qui va en ressortir. Le dernier élément, et non le moindre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, le parc locatif. Parce qu'on en parle beaucoup, il faut faire du logement. Il faut faire du logement social, du logement abordable. Mais il faut aussi protéger notre parc locatif. Et nous, c'est en arrondissement qu'il y a des règlements qui se passent. Puis je trouve ça intéressant parce que les arrondissements à Montréal sont souvent la taille de plusieurs grandes villes ici. Alors, c'est des choses qui peuvent s'utiliser vraiment. Qu'est-ce qui a été mis en place en arrondissement pour protéger le parc locatif? Tout ce qui touche les rénovictions, soit de protéger en lien avec les fusions et les subdivisions. Et quand il est question de rénoviction, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est important que ça soit en arrondissement ou dans les villes qui, c'est pas un mur à mur, ça peut pas, il faut de l'acupuncture. Parce que d'une part, tout en protégeant une rénoviction, on veut s'assurer que les familles qui, par exemple, voudraient agrandir leur propriété peuvent le faire. Mais on veut aussi s'assurer qu'il n'y a pas des propriétaires qui subdivisent pour pouvoir faire de la location à court terme. Donc, ça demande du doigté, mais c'est possible, on les a, ces outils-là. Même chose pour les maisons de chambre, on a légiféré en arrondissement. Permettez-moi quand même de mentionner que ce sont seulement les arrondissements de Projet Montréal qui ont appliqué toutes ces règles-là. On encourage beaucoup les autres arrondissements qui parfois sont excentrés, mais qui doivent aussi embarquer dans la mouvance de protéger le parc locatif. Les maisons de chambre, ça c'est important également. On sait que les maisons de chambre, c'est souvent le dernier rempart avant de tomber dans la rue. Alors, il faut qu'on puisse y travailler. Et le dernier élément, c'est bien sûr de mieux contrôler les locations illégales de type Airbnb. Ce n'est pas illégal, mais il y a des façons de créer soit des zones. Évidemment, on a besoin du gouvernement du Québec au niveau des inspecteurs, puisque c'est leur responsabilité, mais on est quand même allé assez loin à ce niveau-là. Donc, en terminant, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la Ville de Montréal, on prend notre rôle de métropole très à cœur, on prend notre responsabilité par rapport à vouloir loger tout notre monde comme vous tous et toutes. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, parce qu'on a cette volonté-là. Mais clairement, il faut qu'on réfléchisse à l'extérieur de la boîte. J'ai envie de vous dire que malgré notre bonne volonté, il y a quand même des obstacles qu'il faut nommer. Le premier, c'est les investissements des autres paliers. C'est le sous-financement dans le logement abordable, mais particulièrement social. C'en est un qui est chronique, qui ne date pas d'hier, qui ne date pas d'il y a 6 mois, de 2 ans, de 5 ans. C'est beaucoup plus longtemps que ça. Ça fait trop longtemps que les gouvernements n'investissent pas assez dans la création de logements abordables et sociaux. Vous avez probablement tous des listes d'attente, moi aussi. Il faut qu'on trouve des solutions, puis ça passe par du financement. Ça passe également par créer le financement. C'est lié aussi à faire sortir de terre des unités. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits lors des dernières années. Madame la ministre nous a annoncé des PSL, les programmes de supplément au loyer, qui est une bonne chose. On ne peut pas dire non à ça, mais ça demeure quand même un bandage sur une hémorragie. Puis l'hémorragie, c'est la crise du logement.
Puis au final, oui, des PSL, mais il en faut plus de logement social. Et c'est pour ça que pour nous, il est très important de soutenir Accès Logis. Il est très important de soutenir ce besoin essentiel pour que tout le monde puisse se loger. Maintenant, l'autre défi, c'est, je l'ai dit tantôt, les limites financières des villes. On a beau avoir les meilleures intentions du monde, si on n'a pas une façon d'avoir plus de revenus, de sortir du modèle archaïque de la taxe foncière, on n'y arrivera pas. Je ne veux pas être défaitiste, mais c'est ça la réalité. On doit sortir de ce modèle-là. À ce sujet, la Ville de Montréal met en place en ce moment un chantier sur la fiscalité municipale. Entre vous et moi, on n'est pas les premiers à le faire. Probablement que les élus qui sont ici depuis longtemps ou ceux qui sont dans le milieu de l'habitation vont vous dire « Hey, un autre! » J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce qu'au final, on sait que ce sont les villes qui sont au premier sur la ligne de front. On l'a vu pendant la pandémie. On sait que la richesse se crée dans nos villes également. Puis on sait que nos responsabilités augmentent. Alors moi, je parle d'équité fiscale. De la même façon que le gouvernement du Québec a demandé de l'équité fiscale au fédéral, on demande la même chose de notre côté. Puis en terminant, je pense que le dernier élément que je dois mentionner, qui est un obstacle, ou du moins un enjeu, c'est le contexte actuel, on va se le dire. Présentement, à Montréal, dans la région métropolitaine, il y a une situation très difficile, il y a une augmentation de la violence armée. Il y en a qui vont dire, c'est quoi le lien avec l'habitation? Bien, il y en a un. Présentement, la Ville de Montréal travaille avec le SPVM et le gouvernement du Québec pour trouver des solutions urgentes face à cette augmentation-là. Mais il n'y a pas une recette magique quand il est question d'avoir des milieux de vie sécuritaires. Il faut agir sur tous les paliers et je n'arrête pas de répéter de la prévention. La prévention, c'est travailler avec les jeunes, travailler avec les organismes, s'assurer que le monde a des opportunités dans la vie. Mais ça passe aussi par avoir un toit au-dessus de sa tête. Ça commence par avoir un milieu de vie qui est intéressant, puis ça, c'est ce droit fondamental qui est de se loger à un prix décent. Alors, je souhaite ardemment que dans les mesures qui seront mises de l'avant, ou du moins dans notre façon de concevoir la sécurité urbaine, on va aussi prendre en considération la sécurité de nos communautés et le droit à chacun, chacune d'avoir un toit au-dessus de sa tête. En terminant, s'il y avait des mots-clés que j'aimerais qu'on retienne, c'est que, selon moi, une façon pour les villes de s'impliquer davantage, encore plus dans la question du logement abordable et social, c'est d'avoir des ressources dédiées à la hauteur de votre financement, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine aussi d'avoir des objectifs clairs, publics, chiffrés, qui nous mettent de la pression, c'est évident comme élus, mais qui, selon moi, c'est nécessaire à ce moment-ci, puis qui nous permet d'aller revendiquer encore plus haut et fort quand la population est derrière nous, puis qu'elle nous dit c'est ça qu'on a besoin. Puis, dernier élément, c'est de continuer à travailler ensemble, comme ça. C'est-à-dire d'avoir un forum, d'avoir des outils comme ceux de la CMM qu'on peut partager avec tout le monde. Et ça veut dire aussi, pour la Ville de Montréal, qu'on est toujours au rendez-vous. On sera toujours très heureux, en arrondissement, à la Ville-Centre, de pouvoir soutenir l'ensemble des municipalités du Québec, parce que le travail qu'on a fait, on le continue, et je pense qu'on est tous et toutes tellement occupés que ça vaut la peine de s'inspirer des bonnes pratiques, puis on en a quelques-unes. Alors, sur ce, je vous souhaite un excellent forum, de très bonnes discussions, et ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Merci, Mme Plante. Oui, asseyez-vous. Venez me rejoindre. Alors, effectivement... Allô, allô, allô? Est-ce qu'on m'entend bien? Allô? Allô, allô, allô? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que c'est clair? Ah oui, est-ce que là, on m'entend? Voilà. Alors, nous allons avoir, il nous reste un petit peu de temps pour avoir une discussion tous les quatre ensemble. C'était très intéressant de vous entendre chacun de votre point de vue, mais vous savez, on a aussi d'autres maires. Peut-être que je peux me tourner vers M. Marchand à la lumière donc des présentations qui ont été faites. Est-ce que vous aviez des questions? Vous voulez peut-être interagir là, sur ce qui a été dit? Bien, je prends au mot Mme Plante qui disait ça nous prend des chiffres, ça nous prend des objectifs. Est-ce que vous pensez, Mme la mairesse, que ce serait intéressant pour qu'on évite d'en perdre nos petits, parce que ce débat-là est hyper compliqué au Québec. Alors, des fois, on parle de 600 000, 30 000 logements abordables, logements sociaux. Dépendamment des municipalités, le taux d'occupation varie. On finit par vraiment s'y perdre et la population s'y perd. Est-ce qu'on devrait avoir au Québec une façon de mieux chiffrer qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on a besoin et c'est quoi nos cibles, c'est quoi nos objectifs?
Oui, les débats de chiffres, c'est rarement productif. Donc, oui, absolument, vous avez raison, Monsieur le maire. Il faut qu'il y ait une base, une meilleure façon de comptabiliser les besoins. Puis j'ai envie de vous dire aussi une façon de faire des suivis qui serait pertinent puis qui pourrait être à la grandeur dans nos villes, mais qui serait à la grandeur du Québec parce que, en effet, bien que les réalités soient différentes, hein, on le sait, les coûts, que ce soit votre ville ou la mienne versus une plus petite municipalité ou en région, mais il en demeure pas moins que dans ce débat souvent de chiffres-là, on entend parfois des critiques nous dire « ben là, vous avez juste à les sortir de terre ». Hein, il y a souvent cette critique-là, et pour moi, ça, c'est très difficile à entendre parce que malgré tout ce que je viens de nommer, puis l'argent qu'on injecte, il reste quand même que, surtout pour le logement social, ça demeure la responsabilité du gouvernement du Québec. Et moi, j'aimerais qu'il soit partie prenante tout le long pour qu'on puisse ajuster. Pourquoi qu'il y a un projet d'un coup qui arrête ou qui est ralenti? Bien, c'est à nous tous à trouver des solutions, mais je n'ai pas envie que ça soit toujours à nous de nous justifier pourquoi il ne se fait pas. Monsieur Côté, vous avez donné des chiffres tout à l'heure en parlant de la PCHQ. Entre autres, effectivement, est-ce que vous êtes d'accord? Il faudrait qu'on s'entende peut-être sur une façon de calculer. Oui, en fait, il y a les chiffres, il y a les calculs, mais il y a les façons de faire. On doit, je dirais, moduler nos façons de faire en fonction de la réalité de chacun des territoires. Je vous le disais tout à l'heure dans mon allocution, je suis en train de faire une tournée du Québec, puis je réalise que partout, on entend parler de la pénurie de logements. Mais ce qui se vit à Fermont, c'est pas la même chose que ce qui se vit à Rouyn-Noranda, ou à Montréal, ou à Gaspé, ou à Sherbrooke, ou dans les cantons de l'Est. Mais si on pouvait moduler nos façons de faire, si on pouvait co-construire les programmes, si on pouvait s'assurer que, quand il y a des annonces financières, qu'on est capable de les faire atterrir sur le terrain sans trop de contraintes, sans trop de lourdeur bureaucratique, que ce serait un gain monumental. Monsieur Demers, vous voulez rajouter quelque chose? Bien, je pense que le coût du logement, je pense que ça a été dit, mais varie aussi d'une région à l'autre. D'amener des matériaux de façon plus éloignée à certains endroits, il y a un coût à ça. Pourtant, souvent, il n'y a pas de relation avec le coût du logement qui, lui, on ne peut pas se permettre d'avoir à la même hauteur. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des logements au même coût? Pourtant, souvent, ça coûte encore plus cher à construire. Oui, puis effectivement, c'est encore plus difficile de prévoir actuellement avec la hausse des coûts qui est faramineuse. Oui, absolument. Ouais. Madame Baudin, est-ce que vous vouliez poser peut-être une question, vous aussi, mairesse de Sherbrooke? Oui. Oh, non, il faudrait repeser dessus. Il était bien allumé. Allez-y. Oui. Oui. OK. J'ai beaucoup aimé, Madame Plante, quand vous avez parlé de la fiscalité, de votre chantier sur la fiscalité. On espère effectivement que ça va porter fruit. Actuellement, ce qu'on observe, c'est que les revenus dans nos villes n'augmentent pas à la même vitesse que les coûts de l'immobilier. Et j'irais même plus loin, les revenus des villes n'augmentent pas à la même vitesse que les revenus des autres paliers de gouvernement. Ce qui fait en sorte qu'il y a un déséquilibre et qu'on n'arrive pas à suivre la cadence du point de vue là, du logement social et communautaire. On le vit à Sherbrooke, on a doublé l'argent qu'on mettait dans le logement social et communautaire et on arrive à construire moins qu'avant en ayant doublé les coûts, en ayant doublé nos investissements. Ah, c'est ça. Alors, je pense que l'enjeu de la fiscalité est fondamental si on veut pouvoir agir directement sur le terrain. Donc, je voulais simplement réitérer, en fait, l'importance de ce chantier-là. Puis, je pense que l'occasion est bien choisie avec la campagne électorale pour amener ce dossier-là à l'avant. Oui. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ça? Je pense que c'est clair. On est d'accord. Vous êtes d'accord? On aime ça. Monsieur Traversy de Terrebonne, est-ce que vous aviez peut-être une question aussi pour nous? Oui, bien, j'ai bien aimé dans l'intervention de la mairesse de Montréal l'appel sur la difficulté d'être capable de mettre en place un financement qui est viable pour le logement abordable, mais aussi le logement social. Je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits du côté du gouvernement, mais je voulais voir si certains éléments pouvaient être améliorés. Je sais que lorsque M. Côté est passé dans la région de la Naudière, on a eu un plaidoyer extrêmement senti de notre société d'habitation municipale. Alors, on voulait vous entendre sur la question. Voulez-vous commencer? Bien, on peut tous y aller. Allez-y. Bien, en fait, quand il est question pour les demandes ou le financement, pas le financement, mais les règles, c'est là où, moi, une rencontre comme aujourd'hui, je la trouve pertinente parce qu'on a tendance, je pense, toutes les villes, à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a,
Puis, on ne va pas se le cacher, la façon dont les villes, les municipalités s'impliquent dans l'habitation n'a pas beaucoup évolué. Même Montréal, c'est quand même assez récent, là. Donc, moi, je considère qu'on a une grande opportunité en ce moment de montrer ce qu'on est capable de faire, de quel bois on chauffe, parce qu'au final, on le sait tous, là, c'est dans nos conseils de ville, dans nos conseils d'arrondissement que les citoyens viennent et nous disent « je ne sais pas où me loger ». Je suis mal pris, mon logement n'est pas salubre, dans mon bloc, c'est juste du Airbnb. C'est ça qu'on vit, nous autres, les élus, là, au quotidien ou en tout cas de façon régulière. Donc, l'opportunité d'aujourd'hui, c'est de se partager des pratiques parce que je suis convaincue qu'il y en a plusieurs ailleurs, dans plein d'autres villes, des initiatives, puis de venir renforcer notre voix. Et je le répète, là, pour moi, le nerf de la guerre, bien sûr, c'est que le gouvernement du Québec investisse davantage dans le logement social parce que c'est sa responsabilité. Puis, j'enlève rien à Mme Laforêt puis au gouvernement de la CAQ, ça n'a rien à voir, comme je dis. Le déficit chronique, là, il date de bien plus longtemps. Savez-vous ce que j'ai envie de dire par rapport à ça? Moi, j'ai hâte que, puis je pense qu'il y a des membres des partis ici, là, qui se présentent aux élections, c'est l'habitation, là, faut arrêter de voir ça comme une dépense. C'est un investissement dans notre économie. Donc, ça ramène de l'argent, puis c'est bon pour nos communautés. Donc, je m'excuse, je me suis enflammée un peu. Non, là. non. Mais, On aime ça, on aime ça. Oui, c'était effectivement très pertinent de voir ça comme un investissement. Vous êtes d'accord, messieurs? Absolument, absolument. C'est un investissement. Puis, il faut arrêter de voir, en fait, de penser qu'il y a un problème unique partout, puis qu'il y a une solution qui arrive d'en haut qui va s'appliquer de façon unilatérale. Le financement, oui, c'est très important. Puis oui, le financement du logement social, c'est une responsabilité de Québec avec le support d'Ottawa. Les municipalités, on peut aider, on peut être un facilitateur, mais on ne peut pas taxer l'ensemble des citoyens sur la taxe foncière parce qu'on n'a pas eu cette réforme de la fiscalité dont nous parlait Mme Plante tout à l'heure. Il faut revoir le modèle, puis il faut avoir un modèle adapté à chacune des réalités terrain. La clé, elle est là. Faire confiance aux élus locaux, faire confiance aux municipalités. C'est comme ça qu'on va réussir à régler la problématique partout au Québec, puis en avoir plus de logements, puis plus de logements abordables, adaptés à chacune des réalités. Merci. Ce qui est tellement important quand on parle du côté économique de ça, oui, tantôt, j'en dis un mot, pour nos entreprises, une chose, mais souvent, bien des municipalités, puis je vais nommer Sainte-Catherine, on oublie souvent le côté abordable, puisqu'on n'a pas de difficulté à vendre les maisons. Ils sont transférés d'une à l'autre, ils doublent, ils triplent de prix. C'est pas grave, il y a toujours quelqu'un qui l'habite, puis ça va assez bien. Mais il y a des gens qui n'ont plus de place pour habiter. Absolument. Il y a des gens qui voudraient travailler, qui n'ont pas les mêmes moyens. On ne leur a pas préparé des endroits pour eux. Il faut que ça soit pensé. Il faut que ça... Tantôt, j'écoutais la mairesse dire, oui, il faut que ça soit global, que ça soit pour tout le monde, puis pour toutes les classes de la société qui ont des moyens. Puisqu'on parle souvent d'abordable, mais abordable d'un à l'autre. Si on pourrait dire c'est abordable, il y a tout le temps quelqu'un qui la jette. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. On en discutera d'ailleurs de l'abordabilité. Qu'est-ce que c'est dans le panel après la pause? En terminant rapidement, comment les municipalités peuvent mieux collaborer ensemble? On passe une journée ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour se dire qu'on va être mobilisés puis qu'on va changer les choses? Bien, en fait, justement, le forum d'aujourd'hui, le sommet d'aujourd'hui, c'est une belle occasion d'échanger sur les meilleures pratiques. Mais par la suite, le sommet ne doit pas être une fin en soi. Il doit y avoir une suite. On doit continuer de travailler ensemble. Il y a plusieurs de nos membres à l'UMQ qui sont regroupés au sein d'un comité politique sur l'habitation, justement, pour commencer à travailler ces pistes de solutions-là. Là, on va aller encore plus loin aujourd'hui avec des panels, mais avec l'ensemble des membres qui sont partie prenante de cette analyse-là, de ces pistes de solutions-là. On va vouloir les propulser encore plus loin, que ce ne soit pas une fin en soi, mais que ce soit le départ de quelque chose d'encore plus grand. Parce que ce n'est pas demain matin, encore une fois, avec une baguette magique qu'on va régler le problème. Ça va être avec des pistes de solutions innovantes, mais on a du travail à court, à moyen et à long terme à faire. Il va falloir le faire ensemble. Fait que des communautés de pratique, des façons de travailler ensemble, il va falloir mettre ça en place dès après le sommet. Monsieur Demers. C'est une occasion exceptionnelle. On est en campagne électorale. Les 5 partis qui sont là doivent prendre des engagements. Aujourd'hui, ils vont nous entendre. Ils vont nous entendre tout le week-end. J'espère que les médias n'oublieront pas de passer ça, l'importance que ça a. Bien, c'est le moment. C'est le moment qu'il y ait des engagements pris puis qu'on puisse suivre de ce côté-là ce qui va se passer. C'est essentiel pour l'ensemble du territoire. Rapidement, Mme Plante, le mot de la fin. Je pense que dit, moi, je vais juste rajouter, comme le nerf de la guerre, c'est l'argent, on vous invite tous, bien sûr, à participer au sommet sur la fiscalité parce que ça a un impact direct sur nos ambitions aussi comme ville. Parfait. Alors, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les applaudir?